Ça va mes cheveux C'est là? parti. Ben oui. Je sais pas, ça doit Vous êtes pas. très beau, monsieur Lyodin. Vous T'es très inquiétez bien, pas. t'es très Je bien. commence à perdre mes cheveux. Quoi, s'il y en a un qui est bien coiffé, bien groomé dans cette Ah non, je émission, commençais à perdre mes cheveux, donc je commençais à me raser la tête. Et à chaque fois que je venais en France, on me disait que je ressemblais au chef cuisinier là. Philippe Etchebest, Donc je me suis refait pousser les cheveux juste pour ça. Cauchemar en cuisine. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Wissakis et c'est un épisode un petit peu particulier cette semaine puisque je me retrouve avec monsieur Jess Lyodin. Salut Jess. Salut. Pour parler de ta carrière. Ouais. C'est une interview. Ouais. Voilà, en vrai, il faut le dire en fait pour les gens qui nous écoutent quoi. Donc Jess, tu nous fais le plaisir de. Déjà Jess nous écoute, faut le savoir. Donc en fait, je vous le dis tout de suite. Hein, si jamais en fait vous n'aimez pas ce qu'on dit, on vous l'envoie. Tu vois, ok. Il va s'occuper de vous. Tu vois. Donc regardez-moi ce monsieur quoi. Tu vois. Donc Jess Lyodin. Cascadeur, acteur, Ouais. ancien champion de MMA. Ouais. Enfin voilà, enfin c'est un florilège quoi. Ouais. Forcément, interview dans Stéroïdes. On faut le dire quoi. Ouais. Et monsieur est français, regardez, écoutez-le parler. Ouais, bah c'est ça. Bon, déjà, là, t'as 15 pouces en bas parce qu'il s'attendait à un nouveau épisode de Stéroïdes qu'on attend depuis je ne sais combien de mois. Oh ça va. Ça fout avec une vieille ganache. Donc là, déjà, t'as du pouce rouge à non plus finir. Non, justement, tu fais remonter la côte quoi. Tu vois. Donc monsieur Jess Lyodin, on va vous demander de vous présenter. Je te Ouais. dis tu en fait. Voilà. Ouais. On va te demander de te présenter pour ceux qui, je pense te connaissent, mais te connaissent dans un coin de caméra. Ils sont là, mais c'est lui qui prend un C'est ça. poursuif là, c'est Voilà, lui qui en c'est ça. distribue un là, tu vois. Donc vas-y, je t'en prie. Bah écoute, moi, je suis né en France, à Évry. J'ai vécu en France jusqu'à environ 20 ans. À 20 ans, j'ai pris mon polochon. Je suis parti vivre aux USA, au Japon, en Chine, etc. Je me suis entraîné aux arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc, je me suis entraîné en arts martiaux aussi un peu partout dans le monde. J'ai fait de la compétition dans plein de disciplines. J'ai fait des compétitions de lutte en Iran. Je me suis entraîné en sambo en Europe de l'Est. Voilà, je fais partie des premiers Français à avoir combattu et gagné à l'UFC. Donc, j'ai eu plus d'une centaine de combats. Pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la compétition. Donc, voilà. Et puis, la quarantaine approchant, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, faire un peu de figuration, des courts-métrages, comme tout le monde, quoi. Et puis, très vite, ça s'est enchaîné. Première silhouette, premier rôle. Et puis, voilà, aujourd'hui, je tourne un petit peu partout dans le monde. Soit je fais des scènes de combat, ou soit je joue des rôles, tout simplement, qui n'ont rien à voir avec l'action. Donc, un bon mélange des deux, quoi. On va un petit peu en parler. Alors, du coup, commencer les arts martiaux à 8 ans, ça vient d'où? C'est une envie, en fait, quand t'as vu des films, ou c'est quoi? C'est Non, même pas. Bah, je pense que tous les minots, à un moment, ils font soit du judo, soit du football, quoi. Moi, j'ai fait du piano, tu vois. Donc, Voilà. J'ai essayé au football, j'étais complètement claqué, donc j'ai fait du judo, j'étais très mauvais aussi. J'étais un gamin très introverti. J'ai eu une enfance très difficile, mon père me cognait dessus pas mal, et donc j'étais pas très compétitif. J'ai fait un peu de karaté, des choses comme ça. Et à 14 ans, moi et ma mère, on est partis. On était à la rue en SDF quelques temps. En plus, après, j'ai grandi dans un quartier difficile. Il y avait de la boxe thaï, donc j'ai fait de la boxe thaï. Et là, j'ai pris un peu du poil de la bête vu que j'avais plus mon daron qui était sur moi. Et donc, j'ai commencé à vraiment m'entraîner dur. Et en même temps, j'ai commencé à travailler dans un vidéoclub. Et donc, j'ai bouffé du film à n'en plus finir. Et donc, c'est mes deux passions comme ça qui ont bercé mon enfance. J'ai toujours voulu faire du cinéma, mais à cet âge-là, je me rappelle d'avoir été voir la conseillère. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, tu peux aller à Tours faire une école de projectionniste. C'était pas trop ce que je voulais. ouais. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va voir ce qui se passe dans la vie. J'ai commencé, comme j'ai dit, à voyager, mais j'avais toujours dans le coin de mon cerveau, je me disais, un jour, je vais faire du cinéma. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé. D'accord. Et le sport, du coup, on va en parler. Le vrai spécialiste de sport, c'est Alain. Tu peux dire un mot, Alain? Bonjour. Bonjour à tous, voilà. Et c'est lui qui connaît ta carrière là-dessus. Mais j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu, en fait. Tu nous expliques, voilà, comment t'as percé dans ce milieu-là, comment ça se passe un tout petit peu, parce que c'est quand même aussi très physique. Ouais, c'est tu vois, physique. mais c'est très, compliqué aussi. C'est un autre milieu. Je pense que ça doit pas être facile, quoi. Moi, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai évolué dans tout un tas de disciplines, comme je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais voulu devenir combattant professionnel, en fait. Moi, ça a été fait par inadvertance. Et en fait, vu que je voulais faire du cinéma et que je ne pouvais pas, en fait, je suis aperçu à un moment ou à un autre que le ring, c'était un petit peu comme mes planches, que je pouvais faire vibrer des spectateurs tout en mettant des mawashi, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça ce qui m'a rendu très populaire et
très vite, tout s'est enchaîné parce que j'étais un combattant spectaculaire, parce que je voulais faire vibrer les gens. J'étais plus intéressé de créer une réaction que de gagner presque. Et donc, tout de suite, les promoteurs m'ont contacté, quoi. Et donc, j'ai combattu aux États-Unis quand j'avais 19 ans, à Houston, Texas. Et 2 semaines avant, il y a eu le premier UFC. Et je dis, c'est pas mal ça. Un Français m'a demandé de venir aux USA. Il voulait ouvrir une académie avec moi. Donc, à 95, je suis parti là-bas avec ma bite et mon couteau. Et c'était dur. Lui, à ce moment-là, il partait sur un divorce. Donc, j'ai fait tout un tas de boulot de merde. C'était compliqué. Ça se passait pas terrible. Au niveau du cinoche, au Texas, c'est pas vraiment ça. Et à part Chuck Norris qui faisait Walker Texas Ranger à Dallas. Et donc, je suis parti en Angleterre. Et j'ai travaillé en tant que plongeur pour 3 balles de l'heure. En même temps, le MMA commençait là-bas. Et donc, j'ai commencé à m'initier au MMA au tout début en Europe. Les petites organisations qui ressemblaient, les combats, ça ressemblait plus ou moins à ce que tu voyais dans Snatch, quoi. Ouais. C'était vraiment du underground, des gangsters tout autour. Les gens lançaient les sièges sur le ring. C'était n'importe nawak, quoi. Mais très vite, tout s'est vite enchaîné. J'ai commencé à combattre dans les organisations qui étaient plus prestigieuses, comme le Cage Rage, qui était devenu la plaque tournante en Europe. Et puis, l'UFC m'a repéré. Et puis, je me suis retrouvé à l'UFC. Mais pour te dire à tel point ça remonte, le premier combat que j'ai eu à l'UFC, c'était UFC 70. Et là, je crois qu'ils en sont, alors, 281. 281, quoi. À l'heure où on enregistre. La voix de Dieu nous a parlé. Tu vois, il a les informations, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, toi, tu disais que tu étais un gamin introverti, mais c'est vrai que quand on te voit en fait monter sur scène, enfin tu fais le show, quoi. Tu fais justement, t'en fais des caisses et tout ça, etc., etc. Quoi. C'était une façon pour moi de pouvoir m'exprimer, quoi. J'étais toujours renfermé sur moi-même. Je parlais jamais à personne, etc. Même quand on allait chez des gens, tu vois, j'étais celui qui était comme ça. Je me rappelle qu'une fois, c'est marrant parce que justement on parle de Cinoche. C'est-à-dire quand on allait chez des gens, je parlais jamais. Je restais dans mon coin comme ça, comme un enfant battu en fait. Et je me rappelle qu'un jour on était chez des gens et ils avaient mis une cassette vidéo et c'était Rocky IV. Et pour moi à l'époque, Rocky IV, c'est un peu comme les gamins ils regardent les Marvel aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment un truc de super-héros. J'étais là devant l'écran, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et moi qui parlais jamais, quand la cassette s'est terminée, je suis retourné, j'ai fait, on peut le remettre. Donc, ça montrait déjà où c'est que j'allais me diriger. Ouais, t'aimes toujours Rocky IV? Oui, mais pas la nouvelle cut. La nouvelle cut. Non, vous avez, je crois que vous aviez aimé, vous, non? Non, pas trop. Ouais, je trouve ça... Non, après, mais moi, tu sais, j'ai jamais aimé Rocky IV. Donc, d'accord, c'est pas le meilleur Rocky, mais quand t'as un minot. Ah non, ouais, bien sûr, mais même moi quand j'étais gamin, moi j'étais plus Cobra, mais tu vois, voilà quoi. Mais d'accord. Chacun ses loisirs. Voilà. Ça, Alain, il a la confiance là, ça y est, il se dit tiens, tu sais qu'on te voit pas, Alain. Tu sais, on te voit pas à la caméra, donc en fait. Mais on m'entend pour ceux qui nous écoutent en podcast. Mais je crois que moi mon préféré c'est Rocky 3 en fait, parce que j'aime bien Carl Weathers. J'ai toujours été fan de Carl Weathers et dedans il a un plus gros rôle, etc. Et justement le problème c'est qu'ils essaient d'en faire dans Rocky IV, ils essaient de grossir son rôle quand en fait ils ont pas ce qu'il faut, quoi. Tu me présentes Ivan Drago à travers un écran de télévision qui est comme ça et donc tu lui retires tout son tu vois, ce qui fait qu'il est aussi dangereux, tu vois. Et donc ça marche pas pour moi. C'est marrant ce que tu me disais hors antenne avant qu'on commence l'émission, c'est que tu me disais moi j'ai grandi avec René Château, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois en fait, et c'est vrai en fait quand tu y penses, c'est un truc que quand on était dans les vidéoclubs, t'avais des René Château partout, c'était Bruce Lee, c'était Belmondo, c'était tous ces films là, quoi. Beaucoup de films d'horreur. Et tu m'as dit, Maniac évidemment, tout ça, mais tu m'as dit sans Belmondo il y aurait pas Jess Liodin. Non, sans Belmondo, il n'y aurait pas les... Non, mais comme je te disais, moi, je me rappelle, avant même qu'on ait un magnétoscope, lorsqu'on allait dans la galerie marchande, donc tu avais les vidéoclubs, il y avait peut-être 30 cassettes à l'époque, et mes parents allaient faire leurs courses, ils me laissaient là, et ils savaient que quand ils auraient fini leurs courses, je serais toujours là. Et tout ce que je faisais, c'était regarder les cassettes vidéo comme ça. J'étais omnibulé par les cassettes vidéo. Et donc, moi, étant gamin, mon super-héros à moi, c'était Jean-Paul Belmondo. Ces films, je les regardais tout le temps. D'ailleurs, quand j'ai pu commencer à recopier des cassettes, quand je travaillais justement dans le vidéoclub, le premier truc que j'ai fait, c'est de copier tous les Belmondo. Pour moi, la raison pour laquelle je fais du cinéma, c'est 1 Belmondo et 2 Gary Oldman. D'accord. Pour des raisons complètement différentes, tu vois. Mais c'est les 2 vraiment acteurs qui m'ont inspiré à vouloir faire ce métier. Après, j'ai découvert plein d'autres acteurs, des actrices, etc., quoi. Mais c'est les 2 vraiment qui ont fait le déclic. Belmondo, on peut comprendre, mais Gary Oldman, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que je le voyais dans plein de films que je regardais. Parce que, il a quand même une carrière qui est assez éclectique, tu vois. Et je trouvais quand même
ahurissant qui pouvait se transformer de tel film en tel film avec des personnages complètement différents. Et j'ai dit, mais on peut vraiment faire ça, quoi. Et je trouvais ça, mais vraiment extraordinaire que, ouais, à des moments, tu pouvais même pas le reconnaître, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'essayais de chercher justement des bouquins, parce qu'on n'avait pas l'internet, de voir toute la filmographie de Gary Oldman et de tous les chercher et d'aller au vidéoclub et d'essayer de regarder, de voir tous les films dans lesquels il était. Et c'était lesquels qui t'avaient marqué, par exemple, à cette époque-là? Après, tout dépend l'époque dont tu me parles, que ce soit Dracula, que ce sera True Romance, que ce soit tous ces films-là, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait... Après, ces premiers films, je les ai découverts par la suite, ouais. Tu vois. Ouais, je pensais à Romeo is Bleeding aussi, ce genre de truc, en fait, où il est vraiment excellent, quoi. Ok. Et alors, du coup, après la carrière de MMA, qu'est-ce qui t'a fait passer, en fait? C'est le fait de vieillir, le fait de plus pouvoir... ça devient trop dur, peut-être? Il y a trop de jeunes, je sais pas comment ça se passe. Ouais, non, après, il y a un moment ou un autre que tu peux plus suivre, quoi. C'est-à-dire que tu vas beau avoir la technique que tu as. Là, on a vu récemment encore avec Anderson Silva, qui était l'un des meilleurs combattants au monde. Quand t'es avec des mecs plus jeunes, tu sais, le combat, c'est toute une histoire, quelle que soit la discipline, hein, que ce soit du judo, de la lutte, du kickboxing, du MMA. Tout est une histoire de timing et de distance. La distance va définir le timing. Et tu as un réflexe qui a une demi-seconde trop tard, et c'est ce qui fait toute la différence dans le combat. Et quand tu commences à avoir un certain âge, c'est ce qui se passe, surtout que le sport maintenant devient de plus en plus jeune, et peut-être moins technique, mais en tous les cas beaucoup plus physique. De surcroît, je n'étais plus à l'UFC, j'enchaînais les victoires, et l'UFC n'était pas vraiment intéressé de me re-signer. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai eu une carrière de combattant avec plus de 100 combats dans tout un tas de disciplines à travers le monde, sans pour autant que je voulais devenir combattant. Moi qui ai toujours voulu travailler dans le cinéma, peut-être que si je me mets un coup de pied dans le cul, je vais peut-être y arriver. Et donc tout de suite, j'ai commencé à prendre des cours. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris un cours pendant tout l'été, donc intensif, tu vois, du matin au soir, 5 jours sur 7, et pendant 2 mois. Parce que mon pote m'a dit, écoute, prends des cours déjà dès le départ, parce que bon, il faut que tu prennes des cours, mais vois surtout si c'est ce que tu aimes. Parce que je sais, toi, que tu aimes le cinéma dans tout ce qu'il a à offrir, même dans la façon dont, tu vois, c'est créé, etc. Donc, vois si tu aimes vraiment le métier d'acteur. Et franchement, j'ai kiffé. Je m'éclatais, j'attendais qu'une chose, c'est d'y retourner le lendemain, etc. Tout un exercice qu'on faisait, donc je savais que c'était pour moi, quoi. Est-ce que ça t'a servi, en fait, le fait d'être connu dans les MMA, en fait, pour passer le cap? Non, absolument pas. Parce que moi, en fait, je le cachais. Lorsque je rencontrais des gens, je parlais alors, tu vois ma gueule et mes étiquettes, bon, t'as compris tout de suite, quoi. Mais j'essayais parce que je voulais être pris sérieux, je voulais être acteur. Je voulais pas faire du nanar, je voulais pas faire des trucs de bagarre, des trucs comme ça, malgré que ça m'inspirait quand j'étais minot, tu vois. Non, je voulais vraiment être acteur, quoi. Donc je le mettais vraiment sur le côté et je le cachais, quoi. Et donc les gens ne le savaient pas. Après, par la suite, c'est vrai que ça m'a permis d'être dans certains médias. J'étais dans le Parisien ou dans certains magazines spécialisés d'arts martiaux, tu vois. Et donc peut-être que ça m'a eu un petit coup de pouce de faire grandir un petit peu ma fanbase. Mais mis à part ça, non, je le cachais complètement. Après, ça m'a aidé indirectement quand je me rappelle de faire de la figuration sur des films et les cascadeurs me remarquaient. Mais t'es Jess Lieunin. Parce que moi, à l'époque, pour les gens qui connaissent pas l'UFC, je combattais dans des stades de 20 000 personnes. Ouais. Donc les mecs, ils disaient, mais t'es Jess Lieunin. Je fais, ouais, mais cool. Et on discutait et les cascadeurs me demandaient de les entraîner. Et donc, les mecs, ils disaient, mais tu sais, si tu veux, on peut faire de la cascade avec tout. Et donc, je m'étais testé la cascade. Et les premiers films que j'avais faits, c'était Blanche-Neige et le Chasseur et Thor 2. Donc là, on parle en Angleterre, voilà, etc. Voilà. Et tout de suite, j'ai arrêté parce que les gens m'ont dit, écoute, si tu fais de la cascade, tu vas être vu en tant que cascadeur, pas en tant qu'acteur. Et j'ai tout mis sur le côté, je fais non, moi je veux devenir vraiment un acteur. Et je suis vraiment focalisé sur que l'acting pendant plusieurs années, jusqu'à un moment où j'ai compris un peu le système, la politique, et de toute façon je me suis dit, de toute façon ça fait aucune différence, les gens ne m'intéressent pas, que je me suis remis à la cascade, et ça m'a ouvert encore plus de portes. D'accord. Quel serait le premier rôle où tu peux dire, bon là c'est moi, en fait j'ai fait vraiment un tout premier rôle et là je sais que je peux y aller, en fait je veux vraiment faire, comment dire... En fait je me suis jamais réellement posé la question de me dire, parce que ça c'est arrivé, je continue. Non, moi j'avais mon objectif, point barre, quoi. Et c'est arrivé très vite en fait. Moi tout de suite, aussitôt que j'ai commencé à faire des courts-métrages, tout de suite les rôles, après c'est dans les trucs, tu vois, des clips vidéo, des trucs comme ça, mais tout de suite j'ai commencé à jouer en fait. Et ça te motive. Tu vois, les mecs, mais lui, il est pas mal, on va le mettre devant la caméra, t'as pas de dialogue, quoi que ce soit, mais en fait, t'es en face de la caméra, tu vois ce qui se passe, on te dit ce qu'il faut faire. Donc, tout de suite, j'ai fait des silhouettes parlantes. Ma première silhouette parlante, c'était dans The Sweeney, avec Ray Winstone, où justement, il arrive, et je lui fais, voilà, ici, c'est pour Clément, il m'attrape pas le callback, il me balance en l'air. Mais c'est Ray Winstone, quand même, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est ma première silhouette. Et mon premier vraiment rôle, c'est dans Night Fair avec Julien Siri,
où ils ont un film comme ça qu'ils font à la dernière minute, il m'appelle, d'ailleurs je vois pas son message dès le départ, il fait mais t'es pas intéressé ou quoi? Je fais ah merde, j'avais pas vu. C'est ouais, j'arrive. Et en fait au début je devais jouer un boogeyman qu'on voyait pas réellement, une espèce d'ombre. Et au bout du compte, je me trouve à jouer un rôle très important et c'est ma gueule sur le poster dans le métro de Paris, quoi. Oh monsieur, reculez! Recule, j'ai dit! Je répète, missile sur agent, demande de report prioritaire. On va en parler vite fait de Night Fair. Night Fair, pour présenter le film, en fait, c'est en gros, tu joues un chauffeur de taxi, pardon. Un joueur de taxi. Un chauffeur de taxi, en fait, qui prend en grippe 2 clients. Ouais. Mais il se trouve qu'en fait, bon, t'es un peu plus que ça. T'es un psychopathe, en fait, en gros, qui vient. Alors, je spoil le film, il vient d'une secte. Voilà. Et en fait, au début, c'est vrai que on joue vraiment sur ton physique, en fait, sur le fait que tu sois imposant, que tu parles pas, t'as pas une ligne de dialogue, rien, quoi. Et en gros, après, tout le reste du film dévoile un peu ta backstory, on va dire, en fait, ce qui se passe, quoi. Pour toi, en fait, ça s'est fait, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un film qui s'est fait un peu à l'arrache, en fait, au fur et à mesure, qui a été créé, en fait, c'était vraiment une impulsion de la part de Julien Seri, de faire un film, parce que il avait pas fait de long métrage depuis un moment, quoi. Bah déjà, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je suis en Angleterre et je donne des cours d'arts martiaux. Et donc, l'un des gars qui prend les cours d'arts martiaux avec moi, il s'appelle Jonathan Howard. Et donc, c'est un jeune acteur débutant. Et on se revoit sur Thor, où je suis cascadeur, et lui, il joue un petit rôle dessus. Et on se revoit, c'était cool et tout. Je suis, moi aussi, je veux devenir acteur. Il fait, ça serait bien un jour, on fasse un film ensemble. Je suis, génial. 4 ans plus tard, Julien Seri le caste, lui d'abord. D'accord. Lui, il dit, non, mais moi, je connais un mec qui pourrait jouer le méchant. Julien Seri fait, non, mais je connais déjà, je sais qui je veux. Et en fait, les deux, de leur côté, pensaient à moi. À toi, d'accord, ok. Et pour Julien, en fait, il devait faire un film qui est tombé à l'eau à la dernière minute, donc il était un petit peu démoralisé. Des producteurs, de jeunes réalisateurs à qui il a mis le pied à l'étrier, lui ont dit écoute Julien, on va faire un truc, on va essayer de récupérer un peu d'oseille à droite, à gauche, on va faire un crowdfunding, et tu sais quoi, cet été, tu as 2 solutions, soit tu pars en vacances, soit on fait un film. Il fait vas-y, on fait un film. Et donc très vite, en 3 mois, ils ont monté le film, ils ont écrit un scénario, ils ont casté, ils ont tout préparé, et ils ont filmé le film. Tout en 3 mois. Pour toi, est-ce que ça a été une bonne, est-ce que c'est un film que tu peux montrer aux gens pour dire voilà ce que je sais faire en fait dans des démo reels, dans les trucs, etc., pour dire je suis capable de faire ça et je suis pas que en fait un mec qui envoie des bourre-pifs, quoi. Ouais. Après, bon, il faut remettre les choses à leur place. Moi, après, comme je le dis, la grande majorité du film, je joue un mec pas populaire, une ombre, etc. Et en fait, on me voit très peu à l'écran, moi en tant que personnage, et pouvoir jouer quelque chose d'une certaine sensibilité, quoi. Mais les petits moments sont là. Et donc, tu peux l'utiliser pour justement mettre dans un showreel, pour montrer, voilà, je fais ça. Mais en fait, à mon niveau, les showreels, ça sert à rien. C'est pour montrer aux copains, c'est pour montrer peut-être pour des films à très très petit budget qui peut potentiellement, tu peux leur dire voilà ce que je sais faire. Mais à un certain niveau, ils s'en battent la rondelle. Les gens, s'ils n'ont pas vu ton film ou si ton film n'a pas fait de bruit, ils s'en foutent de ton truc, en fait. Toi, ce que tu me disais d'ailleurs, c'est qu'en fait, tout se passe finalement aujourd'hui pour toi, parce que tu te retrouves quand même, on va en parler, tu te retrouves dans quand même des grosses productions. Tu as été sur Hobbs & Shaw, par exemple, tu as été sur des Fast and Furious, tu as été sur Anna de Luc Besson, tu as été sur tout un tas de films comme ça. Mais on va revenir, parce qu'il y a quand même, moi j'ai noté quelques noms, il y a quand même des noms rigolos hein, dans ta carrière, quoi, des trucs on s'y attend pas, mais on va en parler, quoi. Mais en fait, si tu veux, donc tu me disais tout ça. Ça passe pas par un agent, en fait. C'est pas un agent qui m'a obtenu tous ces trucs-là. C'est finalement, en fait, le travail au fur et à mesure. 95% des rôles que j'ai eus, ils ont strictement rien à voir avec les agents. Comme j'ai commencé, là, je vais dire un truc. J'ai fait un film qui s'appelle One Shot avec Scott Adkins. Il y a de ça à peu près une 12aine d'années, je fais un clip vidéo avec un jeune réal. Il me trouve pas mal, il voit que j'ai la dalle, il fait super froid et tout, je suis torse nu, il dit il est pas mal. Il me fait revenir pour un autre clip, après il me fait revenir pour un court-métrage. Sur ce court-métrage, ils ont un jeune coordinateur de cascade qui débute. Donc là, je te parle maintenant, il y a de ça plus de 10 ans. Le coordinateur de cascade, entre-temps, fait son petit bout de chemin. Il est coordinateur de cascade sur, d'ailleurs, la première saison de Gang of London. Il fait un podcast avec Scott Adkins, il discute hors caméra de son projet, et l'autre il dit mais tu sais moi je connais un mec depuis 10 piges, en fait il est pas mal, il pourrait jouer dans ton truc. Il fait bah vas-y balance son blaze, et
il lui balance mon blaze, il contacte mon agent, il me demande de faire les essais, il me trouve super, ils me prennent pour le film. Donc voilà, donc ça c'est une journée de 13 piges. Et tous les rôles que j'ai toujours eus sont des histoires comme ça, de quelqu'un qui connaît, qui a entendu parler de moi, qui parle de moi. Strictement rien à voir avec un agent. Effectivement. Alors du coup, comment tu t'es retrouvé sur Anti-Gang ? T'es un teigneux, toi. Est-ce qu'on peut ? Parce qu'Anti-Gang, il faut le dire, c'est ça qui est quand même rigolo, c'est que t'as quand même 2 apparitions dans le même film, parce que c'est un remake de The Sweeney, quoi. Ouais. Alors, c'est pas du tout le même rôle, évidemment, quoi, puisque là, t'as quand même un rôle plus prononcé, t'as une vraie grosse baston, c'est tout, quoi. Comment tu t'es retrouvé là-dessus, quoi ? Anti-Gang, que je précise, en fait, qui est réalisé par le copain Benjamin Rocher. Benjamin Rocher, ouais. Alors, Anti-Gang, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand ils m'ont proposé le film, j'ai refusé, en fait. D'accord. Alors moi, j'étais parti dans mon délire. Et j'avais des posters dans Paris avec ma gueule. J'ai dit, c'est bon, c'est parti, one again. Je venais juste d'avoir un agent à Paris. Je dis, maintenant, on va commencer à me faire caster des rôles, en fait. Et eux, ils me contactent parce qu'en fait, je pense que mon nom a tourné dans Paris parce que Nightfare. Nightfare a fait son petit buzz parce que justement, c'est un film vraiment atypique, la façon dont il était construit. Mais qui joue là-dessus? Qui est quoi? Je commence à intéresser certaines personnes. Pas mal de gens font du casting sur le truc. Ils disent, mais tu connais pas d'autres mecs qui ont des bonnes gueules? Si, Jess Yolin. Mais c'est qui Jess Yolin? Le coordinateur de cascade, Manu Lanzi. J'avais fait un court-métrage avec lui que j'avais sorti. Et donc, lui aussi, il balance mon blaze. Donc, mon blaze, il commence à sortir. Donc, à mon avis, ils disent, mais c'est qui ce mec-là? Donc, castez-le. Donc, moi, il m'appelle. Je fais, non, mais vos trucs, ils m'intéressent pas. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient me faire encore gangster numéro 5 en arrière-plan, tu vois. Donc je voulais pas faire un pas en arrière, tu vois. Donc ça s'arrête là. Et il me recontacte un jour plus tard, il fait non, mais écoute, en fait, ton personnage, il est là pendant tout le film, il est intéressant, il y a un tournement de situation. Et je fais, ok, d'accord. Donc ok, je viens à Paris, je fais le casting. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. D'accord. Et là c'est effectivement, tu fais partie des braqueurs. Ouais. Et t'as une scène de baston. Avec le bon vieux Alban. Avec Alban Lenoir, voilà. Alban Lenoir, qui est donc l'un des héros avec Jean Reno du film, quoi. Qui on trouve aussi dans Balles perdues, etc., etc. Voilà, quoi. Qui est maintenant aussi notre représentant de la baston française. Ouais, carrément. Voilà. Ouais. Mais il est capable de faire plein de trucs. Là, il avait fait un truc aussi. C'est ça qui est bien avec Alban, quoi. Il peut faire de l'action, il peut être très très drôle, il peut avoir beaucoup de charme. Dans un français, on y croit aussi énormément. Donc c'est vraiment un mec, tout un panel de talents, quoi. Mais c'est l'un des rares qui peut vraiment lier l'action et la comédie tout en étant crédible, je trouve. C'est vrai, parce qu'en fait, si tu veux, il reprend un petit peu ce que faisait, alors il y a 20 ans de ça maintenant, peut-être Vincent Cassel quand il était plus jeune, et qui faisait un peu de baston dans les rivières pourpres, ce genre de choses, en fait, où effectivement, il est ou dans comment ça s'appelle, c'était pas de la baston, mais dans Doberman et ce genre de choses, quoi. Il a cette capacité. Mais souvent, c'est marrant, parce qu'on se dit, il y a un acteur français qui du coup il se retrouve dans tous ces films là, quoi, et en fait on n'a pas 36, quoi. Mais Alban a commencé avec de la cascade, hein. Ouais, d'accord. On le voit dans Tekken, à un moment on se prend une mandarine par Liam Neeson. Quand Liam Neeson il arrive là où il vend toutes les filles, à un moment il y a un ascenseur, il y a un agent de sécurité, c'est Alban, pim, badaboum. Et voilà, donc on a tous commencé à un moment comme ça en espérant continuer. Ou prendre un bourre-pif par un vieux. Parce que c'est ça le truc, c'est de Sweeney, comme tu disais, Ray Winstone, il a quoi? Il a 60 ans déjà. Ouais. Quand il t'enchaîne, quoi. Donc en fait, mais bon, c'est quand même Ray Winstone, c'est pas le mec, il a fait de la. Enfin, tu me diras que Liam Neeson, il a fait de la boxe quand on était jeune. Il a 2-3 films quand on était plus jeune où joue des boxeurs où t'y crois. Mais Ray Winstone, c'est un vieux de la vieille. C'est vraiment un mec qui faisait de la boxe, etc. Donc t'as envie d'y croire, quoi. Non, mais bien sûr, je dis pas le contraire. Enfin, je dis pas ça pour rien. Ça, je sais juste que c'est rigolo parce qu'on les voit à 60 ans faire ça, tu vois, aujourd'hui, quoi. Et alors, du coup, sur Anti-Gang, en fait, quand il y a une baston comme Anti-Gang, comme ça, comment ça se passe, en fait? Est-ce que toi, du coup, parce que tu connais, quoi, tu vois? Est-ce que tu leur proposes des chorés? Est-ce que t'en parles avec Manu? Non. Est-ce que comment ça se passe? Non, jamais. Moi, je ne propose jamais de choré à qui que ce soit. Moi, tu viens me chercher en tant que... Si tu me poses des questions, hey, Jess, tu ferais quoi là? Là, je te donne mon niveau. Et Manu fait ça de temps en temps. Là, Jess, tu ferais quoi ici? Tu ferais quoi là? D'autres chorégrapheurs le font, etc. Si tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu prends pas. On modifie un peu, peu importe. Mais moi, j'impose jamais. C'est pas mon métier. Même lorsque je suis employé juste en tant que fighter, donc pas en tant qu'acteur, je suis là, je ferme mon clapet et je fais ce qu'on me dit. Même des fois, je vois que ça sert à rien. Je travaillais sur un film avec des gars de 8711. Ils avaient une jeune cascadeuse qui venait de commencer avec eux. C'était son premier taf à l'étranger. Elle a 21 ans, elle vient de la gymnastique. On faisait des exercices de projection. Elle vient me voir, elle fait non, mais c'est pas comme ça, faut faire la projection. Ces projections, je les faisais en compétition avant même qu'elle soit née, tu vois. Et je la regarde droit dans les yeux, je fais OK. Et je lui fais comme elle fait. Faut pas essayer de. Voilà. Monsieur est très politique. Si tu fais pas ça, mec, tu bosses pas. D'accord. Mais alors du coup, parce qu'on reconnaît tes kicks.
Mine de rien, quand tu places un kick, on le reconnaît, tu vois. Donc c'est pour ça que je posais la question, parce que là, t'en as par exemple dans comment dire, dans Anti-Gang, t'en as dans contre Donnie Yen, parce que monsieur a bastonné Donnie Yen, faut le dire aussi, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me demandais en fait si du coup, t'avais une façon de dire non, il faut peut-être faire, tu vois. Non, bon, mais après le fight qu'on avait fait initialement, tu sais, c'est toujours ça à 99% du temps, quoi. Tu fais un fight et tu te retrouves qu'avec généralement que la moitié, quoi. Donc, et on avait travaillé sur d'autres choses avec Manu, etc., au sol, des trucs, etc. Et en fait, moi, j'aime bien, c'est un petit fight relativement court, qui est quand même assez dynamique. La lumière est super belle, tu vois. Je pense qu'au niveau physique, c'est là que j'étais le plus affûté, parce qu'en fait, ils m'ont fait venir à Paris pendant tout le temps du tournage. Donc, j'étais à Paris pendant à peu près 9 semaines. Donc, je pouvais m'entraîner assez régulièrement. Je m'entraînais dans un gym de bodybuilding ici à Paris qui s'appelle le RIM, où il y avait des vrais bodybuilders qui s'entraînaient là-bas. Donc, j'étais super affûté. Donc, je suis super fier de ce fight. Je pense que c'est encore celui aujourd'hui dans lequel je suis plus fier, quoi. Plus fier ça que celui avec Donnie Yen. D'accord, intéressant. Comment ça se fait? Juste parce que à cause de ta performance. La dynamique, la façon dont c'est filmé, c'est beau, c'est bien. Moi, je suis bien affûté. Les projections, t'y crois, etc. C'est pas sur-chorégraphié. Moi, j'aime pas quand les choses sont sur-chorégraphiées. D'accord. Tu vois? Moi, le plus simple que c'est, le plus tu me racontes une histoire avec le fight, le plus ça m'intéresse. Donc là, c'est le fan de cinéma qui parle. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est plus, en fait, parce que c'est vrai que souvent, quand ils discutent avec des gens qui font de la cascade, des gens qui font de la baston, etc., sur ces trucs-là, souvent, ils ont ils aiment bien placer leurs propres trucs, tu vois, ils aiment bien dire, voilà. Et d'ailleurs, même, tu parles des chorégraphes de John Wick et tout ça, et en fait, si tu veux, ces gens-là, souvent, en fait, tu te rends compte, moi, c'est mon problème que j'ai avec leurs films en général, hein, c'est que tu te rends compte qu'ils ont des vraies techniques de chorégraphie, mais que finalement, en fait, elles se répètent. C'est ça? Assez souvent et que globalement il n'y a pas d'histoire dans ce que ça raconte. Mais c'est marrant parce que vous l'aviez, c'est pas toi qui l'avais dit, c'était quelqu'un d'autre justement dans le podcast. Et je dis c'est ça à un copain, je dis c'est quand même marrant parce que nous on le voit parce qu'on est dans le milieu, donc on voit les techniques qui sont assez répétitifs, la façon dont ils entraînent, ça devient un petit peu toujours la même chose. Mais maintenant même les gens qui sont pas experts en fight et qui connaissent pas ces techniques, même eux commencent à le voir. Donc il faut quand même changer quelque chose. Tout ce qui est technique de projection, de clé de bras, etc. Et c'est ça que je reproche. Moi j'aime bien John Wick le premier, c'est sympa. Mais dans le deuxième, mis à part rendre les combats encore plus longs, où tu vois les cascadeurs qui eux font la grande majorité du taf aussi, tant bien même que Keanu Reeves soit excellent, tu vois. Mais vu que c'est tellement long, qu'à un moment tu dis là, putain, je m'emmerde quoi. Il y a une scène dans le troisième avec, comment elle s'appelle l'actrice Ali Berry. Avec Ali Berry et les deux chiens. La scène elle est interminable. Et encore c'est pas le pire des trois hein. Moi je trouve à la limite celui-là il y a une bonne demi-heure qui tabasse au début puis... Mais t'as des choses originales. Moi j'aime bien par exemple dans le premier quand il se bagarre avec la bagnole. Oui. Non mais t'as des trucs assez chouettes et tout en fait. Mais même en fait encore une fois tu regardes ça comme un clip sur YouTube. C'est sympa, mais tu vois, faites le film entier et d'un seul coup faire 3 films, là il y en a un 4e qui arrive. Un spin-off avec l'une des actrices là. Ouais voilà, tu vois. Donc en fait ils ont une série télé aussi. Ouais, voilà, donc ça devient un truc où tu te dis, mais vous avez pas grand chose à raconter, les gars. Puis eux, ils sont partout maintenant. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent pas 8711, c'est des mecs qui ont commencé sur le nanar. C'est des mecs chez Jeff Imada qui ont commencé dans les Bloodsport 2, Bloodsport 3, toutes ces merdes-là, voilà, fin des années 90, quand ça commençait déjà plus à marcher, ces genres de films. Mais ils se sont fait la main là-dessus. À partir de 2000, ils ont fait The Matrix. C'est là qu'ils se sont fait vraiment des bons contacts. Et par la suite, il faut leur donner ce qu'il faut. C'est que c'était les premiers à faire ce qu'on appelle des prévises. C'est-à-dire que lorsque tu prépares un combat, aujourd'hui, on utilise soit notre téléphone, soit une caméra, et on filme déjà les combats pour pouvoir le présenter aux producteurs, etc. Et c'était eux les premiers à faire ça. Donc, ce qui voulait dire qu'à l'époque, il fallait qu'ils louent des caméras, qu'ils louent des tables de mixage pour pouvoir monter, etc. Et donc, au fur et à mesure du temps, ils sont réellement fait une réputation. Ils ont fait John Wick 1 qui a cartonné et maintenant ils ont monté leur boîte de production. Ils ont plein de leurs cascadeurs qui sont maintenant réalisateurs et ils sont littéralement sur tous les films. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentent le cinéma d'action depuis 10 ans maintenant, à peu près, quoi. C'est-à-dire que là, il y a Bullet Train, par exemple, c'était eux. Il y a effectivement, tu parlais de leurs cascadeurs qui sont devenus réalisateurs. Je pense à ce film avec Chris Hemsworth. Netflix, là, Extraction. Tyler Rake, Extraction en anglais, quoi. Donc, ouais, effectivement, ils sont partout, quoi. Et toi, t'as bossé avec eux un petit peu sur... Hobbs & Shaw et Fast and Furious 9. Et comment tu t'inscris dans ce truc? Parce que c'est des équipes, j'imagine, toi. Comment t'arrives au milieu là-dedans pour te... Faut que tu saches ta place, en fait. C'est des Américains, ils sont très ambitieux, comme je l'ai dit. Moi, des mecs qui étaient fight coordinateurs sur Fast and Furious 9, aujourd'hui, ils sont réels de deuxième équipe. Donc eux, lorsqu'ils viennent de groupe, soit ça peut être 5, soit ça peut être 7, 8, 9. Et déjà, nous, ils nous ignorent. D'accord. C'est-à-dire que déjà, entre eux, déjà, ils sont compétitifs. Déjà, entre eux, ils veulent déjà impressionner les autres personnes parce que c'est des gens extrêmement ambitieux. C'est des Américains.
Tu vois, eux, ils ont envie de faire, voilà, fight code, c'est là qu'il y a l'oseille. Les mecs qui nous le disent, hein, nous, on vient ici, on vient faire de la thune. Nous, ils les appellent les Mexicains. Parce qu'on fait tellement peu d'argent par rapport à eux. C'est voilà, c'est comme ça, ils nous appellent. Sympa. Ah ouais. Non, mais eux, déjà, ils sont avec la SAC. Donc, déjà, leur salaire journée, il n'est pas du tout le même. Ils ont des mecs qui viennent les chercher chez eux, qui les amènent au studio, qui les ramènent. Eux, leur journée s'arrête quand ils sont ramenés chez eux. Eux, ils font pas d'heures supplémentaires parce que les heures supplémentaires coûtent tellement cher que les prods veulent pas les prendre. D'ailleurs, s'il n'y a pas un certain nombre d'heures entre le temps dont ils finissent et qu'ils recommencent le lendemain, ils peuvent être même payés double. Donc les mecs, ils sont dans un autre délire. Je travaillais sur The Batman et à un moment, il y a une scène où le Batman donc kick un mec sur moi et on tombe dans les escaliers. Il s'avère que ce sont de vrais escaliers. Donc quand tu tombes, voilà, ça chatouille un petit peu. Tu mets des protections, mais quand même, c'est pas sympa. Heureusement, j'avais un bon coordinateur qui venait voir, qui demandait au chef-op, est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois pas, tu le vois un peu, je peux mettre un tatami, un machin, un truc. Parce que la production, ils en ont strictement rien à foutre. Et peu importe, je suis là pour ça. Par contre, si ça serait un Américain, je te dis tout de suite qu'il serait inquiété parce que le mec, à chaque fois qu'il tombe, il touche un billet. À tout chaque fois qu'il tombe, l'autre, il fait un billet de 1000 balles, minimum. Donc l'autre, s'il tombe 20 fois dans la journée, ce que j'ai dû faire, l'autre, il fait un petit billet de 20 000 balles dans la journée. Tu vois. Donc là, les prods, ils sont tout de suite, mais ça va, Jean-Michel, t'es pas besoin de tomber sur ce coup-là. Tandis que moi, ils s'en battent la rondelle. Ah oui. Après, moi, je m'en fous, je suis là pour bosser, tu vois. Mais il faut savoir ta position par rapport à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà un autre idée en tête, ils sont ambitieux, ils font leur business. Toi, t'es juste utilisé même pas comme un outil, en fait. Eux sont les outils. Toi, t'es juste le clou. Sauf que eux, ils sont censés remettre en place les chorégraphies, ce genre de choses, quoi. Donc en fait, il y a quand même normalement la compétitivité dont tu parles. En fait, elle est déjà quand elle est entre eux, ça se situe à quel niveau? Ouais, mais après, moi, par exemple, ils vont me mettre dans un fight. Ils vont tiens, toi, on va te mettre là, on va te mettre ci, là. Et puis on s'aperçoit que le jour J, en fait, les caméras, ça va bien donner sur ce mec-là. En fait, Jess, tu sais quoi, on va pas t'utiliser, on va mettre ce mec-là à la place, etc. Tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, Day Shift, qui est fait par il est pas J.J. Perry, il est pas 8711, mais il travaille vachement avec eux et le film est produit par eux, quoi. Et moi, je vois pas des vampires, je vois que des cascadeurs qui font les galipettes. Hein. Ah oui, je vois pas un vampire là-dedans. Ouais. Mais ça, j'ai pas vu le film, mais j'imagine. En fait, c'est toujours, c'est vrai que voilà, comme ça se ressemble en fait. Et vu que je les connais en plus, je vois les mecs déjà plusieurs fois déjà. Ah, c'est machin. Ouais, non mais voilà. Ouais. Et puis tu vois, c'est la compétitivité, tu vois, à celui qui va faire le plus de Scorpion, à celui qui va faire le plus de Deadman, à celui qui va faire ça. Et au bout du compte, t'es là. Moi, je me fais chier, moi. C'est plus. En fait, encore une fois, on revient au truc qu'on te raconte pas vraiment quelque chose, quoi. Ouais, mais ça a sans doute marché parce que t'as un public pour ça, t'as des gens qui aiment. Oui, bah ça, de toute évidence, mais c'est dans l'air du temps, on va dire. Contrairement, tu regardes un film comme Flashpoint, il a quoi maintenant, Flashpoint? Il a 20 piges. 15 ans, ouais. Même à 20 piges, le truc, il met à l'amende tout le monde, hein. Toujours encore aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un peu sale. Tu vois, quand Donnie Yen il fait une projection, elle n'est pas aussi propre que quand tu vois justement Keanu Reeves ou quoi que ce soit. Elle est un peu sale. Il va faire une balayette avant de faire la projection. Et quand il va partir sur la clé de bras n'est pas très bien placée. Mais justement, ça explique pourquoi le mec il peut sortir, etc. Tu vois, c'est pas tout complètement propre. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que c'est plus excitant, quoi. C'est plus excitant. Tu sais pas d'où ça va venir. En plus, la façon dont c'est filmé, etc. Tu vois. Puis Donnie Yen, il te met des vraies pralines, tu vois. Il t'en met dans la gueule quand même. Alors Donnie Yen, parle-nous de ton expérience avec monsieur, quoi. Parce qu'on y vient, c'est quand même une belle baston aussi, quoi. Des trucs où on t'envoie de la, comment t'appelles ça, du vestiaire sur la tronche. Ouais. Ça, quoi, t'as. Tu veux la tête? Hein? Alors, coordinateur, c'est Kenji, c'est un coordinateur japonais qui suit Donnie depuis au moins maintenant une vingtaine d'années, quoi. C'est-à-dire que Donnie est souvent crédité en tant que action coordinateur, mais très souvent c'est Kenji en fait. Kenji il était déjà à ses côtés dans Blade 2. Ouais. Tu vois, et donc ils se connaissent depuis un petit bout de temps. Et Kenji, maintenant, il est sur tous ses films. Donc c'est un très bon coordinateur japonais. Et d'ailleurs, c'est lui qui est à la base de tout ça, hein, sur, comment ça s'appelle, Flashpoint, et même le film qu'il y avait eu avant avec Sammo Hung, etc. Ouais, SPL. Voilà. Tu vois déjà, là, il commençait à utiliser des clés, des amener au sol, etc. C'est parce que Kenji est derrière, quoi. Donc Kenji était le coordinateur. Donc moi, j'arrive à Hong Kong, je me tape 12 heures d'avion, donc pas en business class, hein, c'est Hong Kong, hein, donc en économie. T'as atterri, ils viennent te chercher, ils t'emmènent directement à la salle et c'est parti mon kiki. Hein. Il n'y a pas d'histoire, je me repose, un coup. Non, on s'entraîne tout de suite. Hein. Et ils veulent voir tes mouvements, ils veulent voir comment tu agis, ils veulent voir ton timing. Parce que c'est surtout ça, encore une fois. Aussi bien le combat que dans le combat au cinéma, tout est une histoire de timing. Et plus tu as un bon timing, plus tu peux faire monter le rythme, en fait. Tu vois. Et c'est ce qu'ils veulent voir.
Et donc, on a essayé plein de trucs, du MMA, etc. Après, Denis, il a changé d'idée. Il voulait que je sois un peu plus Muay Thai, moins MMA. Et donc, après, il faut passer à la casserole, quoi. Et Denis Yen, il rigole pas, quoi. Comme tous les Chinois, ils rigolent pas. Les mecs, ils sont bons à ce qu'ils font. Et t'as intérêt d'assurer derrière, hein. Que ce soit. Et il est plus tout jeune maintenant. Ouais, et puis que ce soit un acteur, un cascadeur, ou le chef-op, ou le réalisateur, hein. Ils s'en prennent dans la tronche tous pareil, hein. Donc, ça file droit, hein. Donc, t'as pas intérêt, toi, de mettre un coup de pied une demi-seconde un petit peu avant ou un petit peu après. Et puis, ils te le disent tout de suite cash, hein. Ils te font comprendre. Moi, je me rappelle, j'avais un truc tout con à faire, hein. Première scène, il fallait que je saute sur un banc. Et la caméra était entre mes jambes. Donc un truc assez simple. Et je fais ça, et tout de suite, il gueule. Ah, il n'y a pas suffisamment d'énergie, machin, truc. Et je pensais que tout de suite, il voulait me mettre la température. Tu vois? Et maintenant, et j'ai su ce qu'il allait faire. Moi, heureusement que je sais faire mon taf. Et donc, ça a enchaîné. Après, le combat final n'est pas complètement celui qu'on a filmé, en fait. Le combat qu'on a filmé était encore une fois beaucoup plus long. On se combattait dans les vestiaires et les glaces se brisaient, etc. Et je pense que c'est aussi une histoire, parce qu'il n'y avait pas de glace. Donc, de CGI, de coûts supplémentaires, etc. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été effacées aussi, quoi. Et ceci dit, ce qui est marrant dans ce rôle, dans cette scène-là, si tu parlais de raconter un petit peu une histoire, c'est qu'en fait, si tu veux, tu es le clou du spectacle, on va dire. Parce que, en gros, au début, on te voit en premier, on se dit, ok, donc là, ça va être lui le mec dangereux et tout ça, et en fait si tu veux tu arrives en dernier dans la baston, il y a plusieurs gars qui se font bastonner avant et toi t'es vraiment le clou, t'arrives et t'es le boss en fait, en gros de la baston, et c'est plutôt sympa de te voir du coup évoluer là-dedans et d'avoir ce rôle là, quoi, tu vois, avec encore une fois un kick. Moi j'aime bien les kicks, tu vois, tu vois. C'est marrant parce qu'il y a un triple kick, hein. Moi je fais un coup de genou sauté et je lui mets 3 kicks, 1, 2, 3. Et là le coordinateur japonais vient me voir, il fait sometimes you gotta be selfish, et il me dit en fait, balance les kicks, mec. Il fait, si tu balances pas les kicks, tu vas pas avoir l'air de bon. Faut que tu les balances. Donc, faut que tu balances les kicks, quoi. Donc là, à ce moment-là, c'est la doublure. Donc, bam, 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 je lui mets. Et après, quand c'est Denis qui vient et lui qui met. Denis, quand il te met des patates dans la gueule, il te met des patates dans la gueule. Hein. Donc, t'as intérêt de les encaisser et puis point barre. C'est vraiment la grosse distinction entre Hong Kong et le reste du monde, quoi. C'est un style différent. Et après, si t'es bon, par contre, les mecs, ils te respectent et ils te font bosser. Ce jour-là, il y avait un autre ami à moi qui s'appelle Brahim Chab, et qui fait aussi la bagarre. À un moment, c'est lui qui glisse et lui met le visage sur la piste par terre. Et il avait repéré Brahim aussi. Et Brahim, ils l'ont fait venir pour combattre dans le dernier John Wick. Tu vois. Et Brahim, pareil, il monte, lui. Il est coordinateur dans plein de films, dans des films, tu vois, d'action, mais aussi des films dramatiques où ils font venir. Donc voilà. Donc c'est pareil, tu vois, c'est des endroits où tu fais tes marques, les mecs te repèrent. Ah, je t'ai vu dans ces films-là. Donc voilà, quoi. Moi, j'aimerais que tu me parles, en fait, parce que je les ai notés, on n'en a pas encore parlé, des noms. En fait, je trouve ça. T'as fait un film avec Moki. Ouais. Alors, il faut que tu nous racontes. Tu vois. Alors, j'ai pas vu, je t'avoue. J'ai pas vu le film, Le Mentor. Ouais, Le Mentor, ouais. Voilà. Alors, j'ai fait c'est Monsieur le Boni Mentor. Tu vois. Alors, explique-nous la scène. Je suis désolé, j'ai pas vu le film, mais. En fait, j'ai fait un court-métrage avec un qui fait beaucoup comme ça de figuration, de films, mec super sympathique. Et à l'époque, il travaillait un peu en tant qu'assistant pour Moki. Et moi, je lui dis, écoute, s'il y a un film ou quoi que ce soit, tu me le dis. Et plusieurs mois plus tard, il m'appelle, il fait, écoute, là, il y a du combat clandestin, etc. Tu serais parfait pour ça. Je lui parle de toi. Il lui a montré ma photo. L'autre, il fait, ouais, génial. Donc, tu sais, Moki fait des films, ils ont pas de thunes, quoi. Donc, j'ai payé mon Eurostar. Je suis parti là-bas. Le mec, il est venu. Oh, super et tout. Donc, t'as un combat clandestin entre Moki et un clodo. Donc, t'imagines bien, c'était pas spectaculaire. Là, on n'est pas de 87-11. là, c'est un autre truc. Mais Moki, moi, je fais l'arbitre. Ouais. Et donc, il commence à m'écrire mon dialogue sur le coin d'un truc comme ça. Et c'est Moki, quoi. Allez, vas-y, on tourne. J'étais mort de rire, tu vois. C'est le vrai Moki, quoi. Ouais, et tu t'éclates. Et le mec, voilà. Et c'est marrant parce que le mec m'écrivait au fur et à mesure mon dialogue. Il me demandait de refaire des trucs. Et les gens diraient, ouais, bon, c'est parce que c'est Moki. Mais quand j'ai fait un film avec Wim Wenders, il a fait la même chose. Ouais. Il écrivait mon dialogue au fur et à mesure sur le coin du bar. À chaque fois que j'en faisais une, il me disait, ok, la prochaine, tu me dis ça en plus supplémentaire. Et ça, c'est ouf parce que c'est pareil, en fait. Alors, tu vois, c'est le prochain nom que j'allais te citer, parce que Wim Wenders, c'est pareil, on t'attend pas forcément à se retrouver là-dedans, quoi. Alors, le film de Moki, donc on l'a dit, c'est Le Mentor. Celui-là, c'est Submergence. Submergence, ouais. Submergence, si je dis pas de bêtises. Et en gros, t'as une scène de dialogue, t'es barman, en fait. Ouais. Voilà. Alors, avec ton physique, tout ça, on pourrait croire que on t'aurait pris pour autre chose, mais là, effectivement, c'est la rencontre et en fait, il te dit, ah bah c'est sympa. Et Ouais, en fait, à la base, dans le livre, parce que c'est tiré d'un livre, le barman est rugbyman. D'accord. Et donc, je pense que je lui ai tapé dans l'œil parce que j'avais des oreilles en chou. Et donc, lui, voilà, il sait ce que c'est, quoi. Et une directrice de casting parisienne m'a fait venir à Paris. Donc pour ça, et donc j'ai eu le rôle. Et ce qui est formidable, c'est que cette directrice de casting qui est quand même à ses côtés dans Paris, elle me fait revenir tous les 2 ou 3 ans, rien de plus, hein, tous les 2 ou 3 ans, mais elle m'a fait revenir pour faire des essais pour The French Dispatch.
Tu vois, bon, j'ai pas été pris, mais en même temps, personne n'a été pris, mis à part ceux d'habituels. Et c'est elle qui m'a fait faire les essais pour Irma Vep avec Olivier Assayas. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, ça a marché. D'ailleurs, au début, il voulait que je joue sur Irma Vep, donc avec Olivier Assayas, avec Alicia Vikander, qui était aussi dans le film de Wim Wenders. Il voulait que je fasse un coordinateur de cascade. Et puis, il y a eu le Covid, etc. C'était casse-cou de me faire venir d'Angleterre. Mais je crois quand même que je leur ai tapé dans l'œil, parce qu'aussitôt qu'il y a une petite ouverture, fait écoute, là il y a une ouverture, on va faire venir, c'est plus du tout le même rôle, on va faire venir quand même. Et en fait, le rôle à la base, il avait rien à voir avec moi, quoi. Je regarde sur le scénario, c'était un mec beau gosse, un nain de long, cheveux comme il est noir en arrière. Bon, c'était pas du tout ça par rapport à moi, quoi. Mais j'avais l'impression qu'ils avaient envie de me faire venir, quoi. Et voilà, je me retrouve aussi à travailler avec Olivier Assayas. Mais c'est un peu dans le même délire, quoi. Ces gars-là, ils vont pas dans les clichés, en fait. Ils te regardent, toi, en tant qu'individu. Ils te trouvent fascinant. Moi, Olivier Assayas, je lui ai parlé de moi, c'est tout. J'ai pas fait d'essai. Il voit de quoi tu parles, il voit de machin, il dit hey, il doit avoir un truc intéressant. Je me rappelle, il y a de ça quelques années, j'étais venu à Paris pour faire un casting pour Jacques Audiard. Jacques Audiard faisait ce film avec Marion Cotillard, là où c'est qu'il y a de la bagarre. De rouillé d'os. Voilà, c'est ça. Et donc, il faisait un casting avec plein de combattants. Et donc, c'était Olivier Schneider, il avait fait un casting, et donc, il y avait plein de combattants de styles différents. T'avais les lutteurs, des boxeurs, de la BF, des machins, des trucs. Et donc, tu passais dans une salle, tu faisais des chorégraphies avec les coordinateurs. Donc, c'est vrai si tu savais faire une chorégraphie. Et après, par la suite, tu passais dans une salle où tu faisais du freestyle avec un mec. C'est très rare que ça se fasse, ça. Et il y avait des mecs, tu voyais qu'ils avaient pas trop de contrôle, ils se mettaient 2-3 gifles, ça commençait à se barrer en sucette et tout. Et donc, moi, voyant ça, j'ai vu un autre mec avec des oreilles de chou, je fais, hey, bonhomme, viens voir. Je fais, écoute, on se met ensemble. Tu sais quoi? On fait du sparring, mais comme à la salle. 50%. Je te donne des clés, tu t'en sors, je reviens, machin, truc. Et lui, il me fait, ouais, on fait ça. Et là, il nous appelle, Jacques Audiard est là. Et donc, on part. On se met 2-3 coups, kick, au clinch, coup de genou, au au sol, grand and pound, je lui donne mon bras, machin. Bon, les mecs, ils étaient passés à un moment, c'était 1 minute, tu vois, 1 minute 10. Moi, il y a 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Putain, je commence à essouffler. Je me dis, mec, il a pas fini ou quoi. Mais à mon avis, tu vois, le mec, il trouvait ça cool, tu vois. Ouais. Et d'un coup, on l'arrête. Bon, allez, on l'arrête. On se relève, Jacques Audiard, il vient, il me serre la paluche. Super, machin, truc. Et je repars. Et je crois, une semaine plus tard, ils me disent, hey, écoute, ils sont intéressés pour t'avoir pour le film. Et moi, à l'époque, j'étais encore un peu naïf, je connaissais pas le truc. Je fais OK, mais de quoi il en retourne? Parce que bon, il n'y avait pas de budget pour me faire venir, pour faire des entraînements, etc. Je fais, mais c'est un rôle, c'est de la cascade, c'est quoi exactement? Et quelqu'un de la production m'a envoyé un email 15 jours plus tard, on me disait, en fait, le fait que tu habites en Angleterre, ça va être compliqué. Donc malheureusement, je suis passé à côté de ça. Mais tout ça pour dire, tu vois, tous ces réalisateurs, en fait, ce qui les intéresse, c'est la personne, la gueule qu'ils ont, ce qu'ils dégagent, tu vois. Ils sont pas dans qui à la mode en ce moment dans les agences, tu vois. Ils sont pas dans ce délire-là où, ah, lui, il a cette tête-là, donc il va jouer ça, tu vois. Ils sont pas dans ce délire-là, quoi. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de travailler plus avec des réalisateurs ou des réalisatrices comme ça. Ça t'apporte beaucoup, finalement, en fait. Ça te permet de diversifier, quoi. Parce que c'est ce que tu confiance en toi. Ouais. Tu prends confiance en toi. Moi, aucun de ces mecs-là m'ont dit, non, mais en fait, là, tu le fais pas comme ci, fais-le comme ça. Non, moi je prépare tous mes rôles. Même si j'ai une ligne, je prépare mon truc, tu vois. Je prépare mon truc, là, on parlait de Besson. J'ai une ligne de dialogue face à Hélène Mirren. Ouais. Mais je suis pas arrivé, les mains dans les poches, salut les copains, je balance ma ligne, quoi. La truc, je l'ai préparé, je savais comment j'allais dire, j'avais pris des décisions et je me suis gardé, quoi. Et c'est Hélène Mirren. C'est Hélène Mirren. C'est quand même merde, faut pas déconner. Tu t'es retrouvé en face d'Hélène Mirren. Et surtout quand tu fais un day player comme ça, c'est ce qu'on appelle des day players, des gens qui viennent une journée, peut-être deux, ils balancent une réplique ou deux. Généralement, personne n'en a rien à foutre, mais t'as des répliques qui collent. Comme le film avec Meg Ryan, I'm having what she's having. Ouais. Et tout le monde quand Harry rencontre Sally, ouais. Donc tu peux avoir une réplique. Ce qui est la mère de Rob Reiner en plus, tu vois. Donc il savait très bien que cette ligne allait caler. Et donc moi j'arrive, et donc je suis supposé jouer un technicien, mais un russe. J'ai déjà joué d'autres Russes avant avec l'accent, mais bon, ça c'était pas mon problème. Dès que j'arrive, je me dis, mais comment je vais la dire la ligne en fait? Parce que j'ai Hélène Mirren, elle a tout son dialogue. Si je merde quand je fais une seule ligne, tout le monde va me regarder, quoi. Et donc j'arrive là-bas et tout le monde est russe. Tous les hommes de main sont russes et il n'y en a pas un qui a une ligne de dialogue. Le seul qui a une ligne de dialogue, c'est moi. Et tous parlent russe entre eux. Et donc je me sens à l'extérieur. Par la suite, ils sont tous devenus des potes. Mais à ce moment-là, j'étais à l'extérieur. Et je me dis, en fait, je vais utiliser ça. Vu que je suis extériorisé, je suis tout seul, je vais me dire que moi, c'est ma première mission, en fait. Que je suis là un petit peu comme un neuneu, qu'est-ce qui se passe? Et ma première scène, je dois lui ouvrir une porte. Et au lieu de venir tout de suite comme un soldat, tu vois, je suis un petit peu regardé. Et je crois qu'ils n'ont pas trop compris. Sauf que Hélène Mirren, elle a compris. Elle commence à t'improviser une ligne, bouge ton cul, etc., en ruskov, etc. Et moi, je suis là, je regarde les mecs, tu vois. Et donc, quand c'est ma scène, et qu'elle arrive dans la pièce, et que tout le monde se lève, moi, je me lève pas. Je suis comme un neuneu comme ça devant mon ordinateur. Donc, quand elle me dit son truc, elle me gueule dessus. Et que moi, je lui dis, mais on a 3 caméras, là.
Et elle a pété un câble, ça marche du tonnerre de Dieu. On dit coupé, ils étaient tous morts de rire. Et on en a fait 2 prises. L'autre, il a fait ça impeccable. Et Hélène Mirren, elle me regarde faire. C'était très bien. Mon copain, c'est champagne. C'est Hélène Mirren qui t'adoube, quoi. Tu vois, t'es adoubé par la reine, quoi. Mais alors, du coup, en fait, c'est ce que tu me disais aussi un petit peu en antenne, c'est que tu improvises parfois des trucs. Alors, dans One Shot, je te posais la question, enfin, on en parlait entre nous avant l'enregistrement. Je te disais, voilà, One Shot, on présente, c'est quand même un film, en fait, avec Scott Adkins, d'action, mais en fait, tourné principalement en plan séquence. Ouais. Alors j'imagine qu'il y a eu plusieurs plans séquences évidemment, hein, que c'est travaillé quoi. Mais du coup, toi en tant qu'acteur, tu te retrouves à avoir des vraies lignes de dialogue en fait que tu dois balancer d'une traite quoi. Comment ça se passe? Tu m'as dit, j'improvise. Les scènes de dialogue en fait, il fallait les réécrire. Alors déjà, le rôle était assez mal écrit en fait. C'était plus l'homme de main que le méchant principal quoi en fait. Donc le mec servait un petit peu à rien et je trouvais que c'était compliqué. De surcroît, c'est en effet un faux plan séquence, mais certaines de ces scènes durent entre 3-4 minutes jusqu'à 11 minutes. Bah oui, c'est quand même des plans séquences, même si c'est pas un plan séquence entier, quoi. Et tu sais jamais où va être la caméra, tu sais jamais à quel moment tu vas être pris. Donc tu peux pas faire, bon, sur celui-là, je le fais comme ça, là, la caméra est un peu loin, Non. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas jouer un personnage, en fait. Il faut que je sois le plus naturel possible, comme si c'était, en fait, un documentaire. Et j'ai vu dans les critiques, certains me le reprochaient, et d'un autre côté, certains ont trouvé ça super, en fait. Donc, tu peux jamais faire plaisir à tout le monde. Mais je pouvais pas jouer un personnage genre en couleur, qui se machine les moustaches, comme tu vois généralement dans les nanars. Tu vois, les mecs, ils se font plaisir. Donc, j'ai joué le mec, tu vois, normal. Et je m'apercevais que quand il fallait que j'aille de A à B, il y avait pas suffisamment de dialogue. Donc tu fais quoi? Tu regardes méchamment, t'as l'air complètement con. Donc je dis au réal, je fais là il faut me réécrire des trucs. Écris-moi ci, écris-moi ça. Et bon, ils écrivent ça vite fait, je regarde, je fais putain, c'est pas possible. En plus, ils voulaient que je sois algérien dans ce truc-là, je fais des copains, si on fait ça, Twitter, ils vont m'arracher les couilles quoi. Donc je me suis improvisé, c'est moi qui me suis révisé. Tu joues un français d'ailleurs en fait. Ouais, voilà. Et je parle français de temps en temps, etc. Tu vois. Et justement, c'est là que je lui fais une galipette. Moi, je suis pas terroriste dedans. Alors moi, je fais toutes ces histoires de vierges, c'est bien beau, mais on a que des bras cassés grâce à ça, quoi. Donc je fais bien comprendre qu'en fait, je suis pas un terroriste. Moi, j'utilise tout ça pour faire semblant, pour avoir de la manœuvre pas chère, quoi. Mais c'est moi qui improvisais tout ça, en fait. Et à un moment, on fait une répète, et l'autre, il a son scénar, et on marche avec le cheval comme ça, et l'autre, il regarde la page, il fait, mais des quoi ils disent. Et elle regarde, elle fait, ouais, c'est super, continue comme ça, quoi. Et en fait, je vais te dire que plus de 50% de mon dialogue dans le film, c'est improvisé. Mais alors, du coup, en fait, poursuivre. Parce que, en fait, j'imagine qu'en fait, un plan séquence comme ça, vous le tournez quand même plusieurs fois, quoi qu'il arrive. En fait. Bah, faut te rappeler, ton dialogue. Ouais. C'est improvisé, mais c'est basé, c'est pour ça, moi. Tu dis pas non plus n'importe quoi. Ouais. Faut que ce soit basé sur du réel. Et avant que tu fasses, quand il prépare la prise, moi, je suis avec l'autre acteur, je fais, bon, écoute, de quoi on parle exactement, là? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Viens, on la marche tous les deux. On marche tous les deux, on parle, on machin un truc. Et je le regarde, et je l'attrape, et je vois ce qu'il me donne. Et pourquoi tu dirais pas ça, là? Ah ouais, c'est pas mal et tout. Et donc, tu la prépares, et tu l'as fait 5, 6, 10 fois. Et tu sais ce qui se passe entre chaque plan. Des fois, il y a une demi-heure, 40 minutes. Le temps qu'ils viennent, on a rangé les trucs, quoi. Puis après, faut enchaîner, quoi. Là, j'ai fait un autre film à petit budget, pardon. Et parfois, je tournais 3 scènes différentes à des endroits différents où il fallait que je cours dans un endroit, changer ma veste, revenir, remettre du maquillage, repartir. Donc faut que tu saches tout ton scénario. Donc, parce que même si tu fais de la série B, t'es pas là arriver les mains dans les poches. C'est ce que tu me disais en fait, c'est des films, il faut savoir que c'est des films qui sont tournés en 15 jours quoi. Ouais. C'est ça, donc en fait one shot 14 jours. Ouais. Kiff. Enfin, alors les gens qui nous écoutent parfois ils comprennent pas, tu vois. Mais ça n'existe pas les films tournés en 14 jours. Même des films super préparés, même des films qui sont faits maintenant parfois à 22 jours, c'est des films dont ils ne te disent pas, ils ont préparé pendant 2-3 mois en fait. Dans les classes, c'est des films, la préparation. Sur One Shot, j'ai un combat de 3 minutes et demie avec Scott Adkins en vrai plan séquence. Il n'y a pas de coupure dans notre combat. Il dure 3 minutes et demie. Il y a des échanges au couteau, des projections, des clés de bras, des coups de poing, du ground and pound. 3 minutes et demie. On s'est entraîné 45 minutes pour ça. Ah ouais. On a eu 1 jour de préparation. Tu vois, 45 minutes. Heureusement que lui, il balance des coups de tatane à longueur d'année.
et que moi je connais mon truc, tu vois. Avec un autre acteur, c'était pas possible. Là, sur One Ranger que j'ai fait, j'ai Thomas Jane face à moi. Les mecs, ils disent, on a 2 heures pour faire le combat. Je fais, les copains, c'est pas possible. Avec Thomas Jane, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, un combat, à un moment, j'ai pété un câble, et je crois que c'est le meilleur combat du film. J'en avais plein le cul, et je fais, je veux plus voir l'acteur. Et j'ai fait tout le combat avec la doublure, et après, j'ai juste fait venir Thomas Jane pour faire des pick-up shots. Et là, Thomas Jane, il fait, mais c'est super, en fait. On aurait dû faire ça tout le temps. Laissez-moi dans mon trailer, quoi. Tu vois, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que le Thomas Jane, tu vois. Donc, c'est compliqué, des fois, par voie, de communiquer avec le réalisateur, avec le coordinateur de cascade. Tu veux pas trop lui marcher sur les pieds. Mais là, il s'avère qu'en fait, initialement, j'étais l'un des acteurs principaux. Donc, j'avais un peu plus de possibilités. Et c'est moi, quand même, c'est ma carrière. Donc, j'ai quand même envie de donner quelque chose d'intéressant, quoi. Passons au truc suivant. T'as tourné en Inde. Alors l'Inde, c'est quand même encore un autre, tu vois, c'est quand même encore un autre. Tu as parlé de Hong Kong tout à l'heure, t'as parlé des États-Unis, l'Angleterre, mais alors l'Inde, c'est quand même encore un autre niveau énorme, quoi. Je tourne avec un mec qui s'appelle Tiger Shroff. Donc moi, je le connaissais pas. On m'a dit c'est un peu le Tony Jaa de l'Inde. Bon, c'est un beau gosse, super séduisant, super physique, super strié. Bon, le jeu, c'est pas trop son truc. Et au niveau d'arts martiaux, si tu veux, pour moi, c'est plus un danseur. Tu vois, c'est un très bon danseur. Et il a des techniques martiales qui sont sympathiques, etc. Mais voilà, tu vois que c'est un mec, quand tu fais des combats avec lui, il a peur, en fait. Tu vois, il est pas sûr de lui, tu vois. Et puis c'est pareil, c'est l'Inde. Moi, j'ai jamais vu ça. Maintenant, ça fait 13 ans que je fais du cinéma. J'ai rencontré quand même pas mal de monde. Je sais comment ça marche. Les mecs, ils arrivent, ils ont des trampolines, ils ont des machins, ils ont des tatamis que tu peux faire rebondir dessus. Enfin, c'est un autre délire encore, l'Inde. Hein. Et vu qu'ils font des super effets spéciaux, tu vois jamais rien. Donc voilà. Et après, je suis parti tourner en Inde. Et quand je suis tourné en Inde, j'ai tourné dans un endroit qui s'appelle Leh. Et c'est dans les montagnes. Entre l'Inde, le Pakistan et merde, je sais plus. Et t'as plein de temples là-bas. C'est vraiment un mix de plein de cultures. C'est vraiment fascinant. Mais c'est vachement en altitude, quoi. Et moi, d'ailleurs, j'étais malade. J'ai jamais été aussi haut en altitude, quoi. J'arrivais pas à dormir. J'étais crevé. Ils m'ont pris 3 avions et tout. Enfin, tu sais, ils ont été au moins cher, quoi. Le billet, ils ont dû leur coûter 150 €, tu vois. Et je suis arrivé, j'étais claqué en deux. J'arrivais pas à dormir. Aussitôt que je fermais les yeux, tu vois, j'étais comme ça, tu vois. C'était énorme. Mais enfin, bref, le film, c'est un mélange de Mad Max qui rencontre Bloodsport. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 heures de bagarre. Et sur un film, c'est quoi? C'est un truc à 3h30, tu vois, voilà, c'est Bollywood. Tu vois. Donc il y a quoi? Il y a des chansons et tout? Ouais, sans doute. Lui, c'est un danseur, etc. Ouais. Donc, Ah, mais t'en as pas tourné, c'est ça que je veux dire. Non, d'un seul coup, tu te retrouves au milieu d'une baston, paf, tu te mets à chanter, on sait jamais, tu te mets à danser. Mais c'était marrant, tu vois. Moi, le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas bouffé la bouffe indienne. Déjà, quand j'étais en Angleterre, j'ai essayé d'être plus ou moins bien. Ils m'ont signé le contrat 24 heures avant de tourner. Donc, j'ai pas pu vraiment me préparer physiquement. Donc, je suis pas super strié. Donc, j'essayais de rester loin du curry parce que c'est curry tous les jours. Hein. Curry au matin, curry midi, curry soir. Hein. Et puis ça tous les 2 minutes, tu sais pas ce que ça veut dire en fait, parce que ça en fait ça veut dire oui, ça veut dire non, ça veut dire peut-être, ça veut dire je sais pas, ça veut dire c'est bien, ça veut dire c'est pas bien. D'accord. Donc tu vois, t'es là, t'essaies de lire ce qui se passe. Mais mis à part ça, ce que j'ai trouvé terrible, c'est que les chefs-op, ils étaient super bons quoi. C'est-à-dire que des fois on faisait des galipettes, des pirouettes, des tournades. Les mecs, ils faisaient une fois, ok. Deuxième fois, il avait compris, le mec, tu vois. Et parfois, sur les tournages, sur les films américains, avec des grands chefs-op, les mecs, il leur faut plusieurs fois, répétition, 5 minutes de prépa et tout. Ah non, les mecs, là, ils enchaînaient, tu vois. C'était vraiment... Les chefs-op, tous ces gars-là, même la lumière et tout, ils vont super vite. Hein. Après, en Inde, c'est pas comme chez nous. Il y a une hiérarchie chez nous aussi, quoi. Mais là-bas, tu la sens, quoi. Les mecs, ils se font gueuler dessus comme du poisson pourri, hein. D'ailleurs, en Chine, c'est pareil. Hein. Moi, je me rappelle les derniers jours de tournage sur Big Brother, on tournait de 8h30 du matin jusqu'à 4h30 du matin. Hein. À 1h, on mange McDo, tu vois. Si vous arrivez, les copains, je voyais des mecs qui dormaient derrière, tu vois. Ils s'étaient mis des hamacs, tu vois, ils dormaient derrière entre les prises, ils revenaient, etc. Donc, quand tu travailles sur ce genre de film, il faut vraiment être prêt. C'est pas Hollywood, hein. Mais justement, alors Bollywood, en fait, parce que normalement, on connaît les fastes, en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu me dis qu'ils te payent un billet à 150 balles ou je sais pas quoi, mais normalement, en fait, c'est des gros budgets aussi, quoi. Ouais, c'est des gros budgets aussi. C'est une industrie énorme, en fait. Mais en fait, c'est toujours de oui. machine à bifton, tu vois ce que je veux dire. Et d'un autre côté, ils vont dépenser je ne sais combien. Là, j'ai tourné un film Bollywood et le cascadeur coordinateur de cascade demande des bagnoles pour faire une course-poursuite, tu vois. Et les mecs, donc, il a un budget, je crois qu'ils n'ont pas un gros budget, mais je crois qu'il a 8 000 €, tu vois, et 8 000 livres. Et ils ramènent 5-6 bagnoles de mecs lambda avec leurs bagnoles. Et les mecs voulaient pas laisser quelqu'un conduire. Ils voulaient faire les cascades eux-mêmes.
Et de quoi tu parles? Et donc, ils ont pris des photos des bagnoles parce qu'ils avaient tous des pets, etc. Donc, ils voulaient pas se retrouver à payer derrière. Et écoute-moi ça. Ils ont fait avec un drone, course-poursuite dans un village, dérapage et tout. Tu sais quoi? Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de police, les rues sont pas fermées, rien du tout, c'est à l'arrache. Non, mais t'as combien de temps de tournage sur des films comme ça? Contrairement, quand tu compares à One Shot, par exemple. Il y a du temps. Il y a du temps, je crois. Certains de ces films, ils prennent 3, 4, 5 mois à les faire. Ça, bah oui. Mais je te dis, mais ils payent. T'as 50 mecs, des fois, tu sais pas ce qu'ils font là, et ils sont payés. Ils sont pas payés beaucoup, tu vois, mais il y a beaucoup de monde, tu vois. C'est ça, c'est un yin-yang. C'est vraiment bizarre, tu vois, le film Hollywood. Et par contre, je te dis, ils sont capables de faire des trucs au niveau de Fast and Furious, quoi. Surtout au niveau du CGI, quoi. Les derniers CGI sur Fast and Furious, des fois, ils piquent les yeux, tu vois. Là, j'ai vu un film il y a ça quelques années qui s'appelait War, justement, avec Tiger Shroff, avec un ancien acteur un peu beau gosse comme ça, de l'ancienne génération, mais lui qui sait vraiment jouer, etc. Ça donnait pas mal, quoi. Ils ont des cascades en moto et c'est beaucoup de face replacement, tu vois. Ce que Hollywood fait beaucoup, en fait. Ouais, bien sûr. Donc les mecs se permettent de faire tout et n'importe quoi, quoi. Get on the ground! Now! Alors bon, ça balance un peu là. Donc en fait, je vais quand même te poser ces questions. Nous, on est connus pour ça aussi. On n'aime pas trop, tu vois, les films d'action actuels, les Fast and Furious, les Hobbs and Shaw. Toi, t'as bossé dessus. Ça se passe comment en fait Enfin, est-ce que t'as une explication? Ou alors tu me dis non, les gars, c'est vachement bien. Parce que les gars, c'est vachement bien. Ouais. Et en fait, si tu veux, tu t'es trahi parce que pendant un moment, tu t'es essayé de faire les yeux sérieux, tu vois. Et t'as pas pu t'empêcher de rigoler. Tu veux que je balance sur Baboulinet? Sur Baboulinet, bon bah alors écoute, Baboulinet pour ceux qui savent pas, tu vois, parce qu'on parle de Mosimor. Tout le monde sait c'est qui Baboulinet? Oh attends, on va le dire quand même, Vin Diesel, tu vois, voilà, donc t'as tourné avec? Ouais, j'ai fait Hobbs and Shaw, Fast and Furious 9. Il y avait Vin Diesel, il y avait John Cena. John Cena, putain, c'est une bête, mon pote, les mecs. À moi, à côté, je fais rien du tout, je fais crevette. Hein. Les trapèzes de ouf, le mec, il est sec comme c'est pas possible. Putain, je sais pas ce qu'il mange, les gars. Mais ouais, écoute, c'est le genre de film, je crois qu'on a dû faire 8 semaines de préparation. Pendant ces 8 semaines de préparation, le scénario, il a dû changer 5 fois. Tu commences le film, en fait, il a été mis à la poubelle, on recommence avec un autre scénario. Mais ça, c'est pas ce film, c'est tous les films maintenant Hollywood, les films d'action, quoi. Ils commencent tous des films, ils ont pas de scénar, les mecs. Donc des fois, t'as préparé des combats, des scènes. Faut tout changer maintenant. Mais c'est une machine de ouf, tu vois. Nous, on tournait à Londres, mais t'avais d'autres équipes qui tournaient à l'autre bout du monde, dans la jungle, avec les bagnoles, avec les machins, les trucs, qui envoyaient en différé les images et le réel regardait ça, c'est bien, c'est pas bien, ça te refait. Et nous, on faisait ici. À un moment, je crois qu'il y a une scène, j'ai pas regardé le film, mais il y a une scène, je crois qu'au Japon, tout a été tourné en studio ici en Angleterre, etc. Donc c'est une machine énorme. Il y a du thune comme c'est pas possible, tu vois. Ce que tu disais sur Hobbs and Shaw, c'est qu'en fait, on te voit au début. Dans la scène d'ouverture avec Idris Elba, tu te fais dégager en 2 secondes, mais en fait, toi, t'avais tourné d'autres trucs, en fait. Ouais. Voilà, tu tournais énormément de 6 semaines de boulot dessus, 3 semaines de préparation. Et des trucs qui sont pas dans le film, en fait. Ouais, forcément. Et 3 semaines de tournage, mais en fait, ils ont tellement, et d'ailleurs, Hobbs and Shaw, ça se voit, il y a tellement d'action que le film, à un moment, aux 2 tiers, t'en as marre, quoi, t'es fatigué, t'en peux plus. Et c'est là que Dwayne Johnson arrive à tenir un hélicoptère avec une chaîne, enfin, tu vois, ils arrêtent plus, quoi. Mais en fait, ils avaient même encore plus que ça. Moi, je me rappelle, et c'était génial parce qu'on a été dans un hélicoptère, les portes grandes ouvertes, pas de ceinture, etc. Dans Londres, à côté des buildings, c'était génial. Qui fait ça dans sa vie, tu vois? Donc c'était cool. Et on a toute une scène avec Vanessa Kirby qui est terrible dans le film. Je trouve qu'elle est super bonne en action. Et on arrive, on canarde plein de gens à la mitrailler, etc. Ça, c'est plus dans le film, tu vois. Tout ça, c'est torché. Mais en même temps, ça arrive à tous les grands acteurs. Ça arrive à plein d'acteurs, justement. Des fois, ils jouent des rôles et leurs rôles ont été torchés. Ça arrive à quelqu'un que je connais récemment. Et donc voilà, il faut faire avec, quoi. Oui, mais c'est marrant en fait de te dire qu'ils claquent autant d'argent pour que finalement ça soit pas à l'écran. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que moi je me rappelle avoir travaillé sur une production. Et donc tu avais un coordinateur américain qui faisait aussi réal de deuxième équipe, beaucoup d'expérience, un coordinateur anglais, un coordinateur de fight, tous sont des assistants, t'as les rigueurs, t'es bon normalement. T'as plus ce qu'il faut. Hein. Sauf que non, l'un des acteurs principaux a son propre coordinateur à lui, qui est payé 30 000 boules par semaine. Hein. T'en as un qui a son propre entraîneur d'arts martiaux à lui. Le mec, il est claqué, machin. Mais voilà, ils font venir à Londres, appartement, machin. Et maintenant, t'as un action coordinateur qui est ni plus ni moins que l'ancien assistant du réal, qui a 0 expérience, mais qui peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule parce qu'il veut exister et pouvoir dire ah non, mais cette idée, c'était la mienne. Tu vois Et toute la production est remplie de gens comme ça. C'est rien que ces 3 mecs-là, déjà, à la fin du tournage, ils coûtent plusieurs millions de dollars. Et toute la production, il y a plein de gens comme ça, tout le monde le sait.
personne dit rien parce que personne veut perdre sa place. Et puis ils sont quand même capables de te dire de temps en temps, écoute, t'es obligé d'avoir 20 cascadeurs aujourd'hui, tu peux pas juste en avoir 10. Et là tu dis, mais... Tu vois, et c'est pour ça, moi, parfois, le cinéma, sans parler de scénario, sans parler de tout ça, aujourd'hui, il y a toujours eu des opportunistes. Il y a toujours eu des gens qui essaient de grailler, des machins, et des gens qui ont envie de réussir, tu vois, et peu importe. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de produits, et ce sont des produits, pas des films, des séries, des machins, des trucs, qu'il y en a plus que jamais. Et tu as l'impression qu'il y a plus que ça, que de gens vraiment passionnés, quoi. Ouais, bon. Mais alors... on va terminer sur ton... Enfin, c'est pas ton actualité parce que le film n'est pas encore sorti, mais t'as tourné dedans, et bon, pour Stéroïdes, c'est quand même pas dégueulasse, hein, tu vois. Expendables 4. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? On se concède déjà, plus ou moins, c'est que Stallone a tourné une dizaine de jours peut-être, qu'il apparaît 20% dans le film, qu'il passe le relais à Jason Statham, que apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'une des rumeurs, c'est que c'était en fait... Ils ont repris le scénar du spin-off qu'ils devaient faire sur son personnage, là, les Christmas, quoi. C'est un film qui a été tourné il y a 1 an, je crois, maintenant, à peu près, quoi. T'as fait quoi dessus? D'ailleurs, c'est pas la seule actualité, je dois dire. Je suis dans Luther, je suis dans Liaison avec Vincent Cassel, qui va sortir en début d'année prochaine sur Apple TV. One Ranger avec Thomas Jane, où je joue un rôle un peu plus conséquent. Donc voilà, j'ai d'autres trucs qui arrivent. Hein. Mais là, j'étais en fait scène de bagarre. Je suis là pour me faire casser la gueule. Et donc, les coordinateurs sont les Chinois. Et maintenant, il faut dire de la Jackie Chan Team. Maintenant, être dans la Jackie Chan Team, ça veut tout rien dire. Hein. T'en as qui en font vraiment. Après, il y en a aussi, c'est comme les moines Shaolin. Hein. T'en as un moine Shaolin. Pourtant, t'en as 50 autour et la plupart des touristes, ils vont là-bas. Et donc, les gars, les premières chorégraphies qu'ils faisaient, c'était super compliqué. Ça partait à droite, ça partait à gauche, ça prenait le chandelier, ça prenait tous les trucs. Ils envoyaient ça à Statham, ça me plaît pas. Moi, j'ai des cassages de bras. Et là, ils essayaient de faire des cassages de bras. Mais le problème avec les Chinois, c'est qu'ils sont très, très, très bons à ce qu'ils savent faire. Ils sont extrêmement riches en arts martiaux. En Chine, tu as tout un tas de techniques de kung-fu, le sud, le nord, etc. Surtout en Hong Kong, tu as toutes les influences de l'extérieur, le taekwondo, la boxe anglaise. Donnie Yen vient du taekwondo à la base, tu vois. Donc, ils ont plein de choses, mais ils sont très techniques. Mais parfois, si tu sais pas faire, eux, ce qu'ils savent faire, ils t'utilisent pas. Et eux, ils savent pas vraiment s'adapter. Et quand ils leur demandent de faire des clés, les mecs, on dirait des enfants qui faisaient semblant de faire du catch, en fait. Et aussitôt que tu es un peu boeuf, ils veulent pas t'utiliser. Les mecs un peu musclés, ils aiment bien les gars acrobatiques qui font des gymnastiques, etc. Et d'ailleurs, pendant le film, ils se sont fait virer à un moment. Tu vois, ils se sont fait réemployer par la suite. Mais voilà, c'était compliqué, quoi. Et donc, pour une scène de combat qui, au bout du compte, se retrouve une scène de bagarre que tu as déjà vu plein de fois. Enfin, des scènes de bagarre, j'en ai vu comme ça dans Renegade, tu vois, avec Lorenzo Lama, quoi. Donc, mais bon, voilà. Moi, j'ai tourné à Londres, donc dans une scène de bagarre de bar qui est supposée être dans le sud des États-Unis, pour aller à Londres. Et après, tout le reste était en Bulgarie et moi, j'étais pas là-bas avec eux, quoi. Mais j'ai pu tourner avec Statham. C'est je crois, mon troisième film avec lui. Bah oui, parce qu'il y avait Hobbs & Shaw déjà. Ouais. Là, j'ai essayé de travailler sur un qui est en train de tourner en ce moment avec David Ayer, qui s'appelle Beekeeper. Mais pour en revenir à Expendables, ouais, donc j'ai travaillé avec donc Statham, Stallone qui sont là, et moi je suis assis là au bar. Stallone, 15 jours de tournage, il fait rien. Ouais. Mais il va rien faire dans ce film, non? C'est Stallone quand même. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, tu dis ça à moi. Moi, je suis là, tranquille. Et Stallone, tu vois, il a le dos un peu pété. Je crois qu'il a eu 5 opérations du dos, c'est ce qu'il me disait. Et donc, il disait, ah là là, je vais faire une projection dans ce truc-là. Il y a pas un loup qui fait de la lutte. Il y a un mec qui fait, hey, Jess, il fait de la lutte, lui. Il se retourne vers moi, et cigare au bec. Cigare, tu vois, assis à côté de moi et tout ça. Stallone, ah, tu fais de la lutte, toi? Ouais. Et t'as pas de problème de dos. Et on commence à taper la tchatche. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici, là? Le gamin qui regardait Rocky 4, il était bah évidemment, il était là, évidemment. Il était là. Et on tape la discute, etc. Et il y a des mecs qui ont fait un selfie avec lui, tu vois. Moi, j'ai pas osé demander, etc. D'ailleurs, j'ai jamais mon téléphone avec moi sur les tournages, donc j'ai jamais vraiment de souvenirs. Mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Liodin? Enfin, il faut prendre une photo avec Stallone, en fait. Rien que pour ça, déjà. Mais après, c'est des trucs humains. Ouais, tu vas foutre ça sur Instagram, tu vas voir 10 likes, on s'en bat les couilles, quoi. C'est toi ce qui compte dans ta vie, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai plein de photos que les gens n'ont jamais vues, j'ai juste chez moi, quoi. Mais voilà, juste pour ça, déjà. Ça valait le coup d'être sur des. J'étais content. Ouais. J'étais content. Qu'est-ce que je voulais dire pour boucler peut-être un peu la boucle? Qu'est-ce que toi t'aimerais, en fait, où est-ce que tu te vois, par exemple, là, il y a 10 ans, enfin, il y a 13 ans, t'as commencé le cinéma. Ouais. Quand même pas mal de films, pas mal d'expériences différentes. Toi, dans 10 ans,
Par exemple, tu te dirais, tiens, j'aurais aimé accomplir ça, par exemple. J'arrête de me donner des objectifs comme ça parce que déjà le cinéma change continuellement, donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. Et puis ça sert à rien de donner ces objectifs qui sont trop précis en fait. Moi j'aime être surpris. J'aime être surpris, travailler avec des gens avec qui je vais prendre du plaisir. Comme je t'ai dit là, j'ai travaillé avec Stephen Hopkins là sur une série donc pour Apple TV. Le mec a fait Predator 2. Alors je sais que ça fait pas vibrer certaines personnes, tu vois. Mais encore une fois, les gens qui nous suivent, si. Voilà, c'est Predator le gamin, de merde. C'est le gamin moi qui dit cool, tu vois. Gary Gray avec qui je viens de tourner un film avec Kevin Hart là, avec qui j'avais vu Set It Off quand j'étais gamin. Pareil, c'était un film que j'avais vraiment adoré. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça moi qui me font plaisir, d'être surpris, tu vois. Et Gary Gray, il a super kiffé. Je joue une scène où je suis accroché par les pieds donc toute la journée. Donc autant dire qu'à un moment au milieu de la journée, tu commences à avoir des mal de tête. Milieu d'après-midi, tu commences à être mal et je commence à vomir en fait. Et vu que tu es à l'envers, le vomi il passe par le nez. Il commence à me jeter. Ils sont en panique. Il fait non, il faut le décrocher. On arrête. Je fais non. Moi, je continue ma scène. Et j'ai toute une scène de dialogue avec un accent irlandais, avec un super acteur, en plus, avec un chien. Enfin bref. Et je dis non, je lâche pas. Et donc, je fais toute la scène. Et les mecs, c'est putain, fin de journée, j'étais super content. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont emmené, viens, on va te monter une rough cut, etc. Les mecs, c'était super cool. Je fais les copains. Je suis pas bien là. Donc moi c'est ça que je veux dans la vie. Ça sert à rien de me donner des objectifs, dire je veux travailler avec ça. Moi je veux surtout travailler avec des gens qui sont passionnés. C'est tellement rare dans l'industrie aujourd'hui. C'est tellement rare. Et peu importe le rôle. Après moi les rôles, tu sais, j'ai eu des rôles récemment en France. Moi je dis non. Tu sais, t'as pas un nombre illimité de cartouches dans ton gun. À un moment, ton revolver, il va faire clic-clic. Donc si je fais le même rôle 5, 6, 7, 8 fois, après les mecs ils vont faire non mais non pas lui. Tu vois. Donc si c'est pour faire ça en plus et pas faire d'oseille, et à pas être capable de travailler pendant 4 mois, ça sert à rien. Donc toi, ta volonté, c'est vraiment ce qu'on disait, tu vois, c'est-à-dire que en fait, ne pas être pris pour un cascadeur, ne pas être pris pour un fighter, mais vraiment être pris pour un acteur avec qui on va te proposer des trucs de plus en plus. Quoi. Mec, je travaille avec Olivier Sayas, Wim Wenders, machin truc. Si eux, ils me font confiance, toi, tu peux bien me faire confiance de balancer 3 répliques dans ton truc à la con, tu vois. Mais après, encore une fois, je te dis, tout est politique aujourd'hui si t'as pas le bon agent. C'est parce que moi, avoir un agent à Paris, je pourrais en avoir un demain. Mais pourquoi faire ? Pour faire l'agent de sécurité avec une ligne, avec machin, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ça en Angleterre en tant que cascadeur. Ça veut dire que je vais faire 1 semaine de répétition, 1 semaine de tournage. Tandis que l'autre, soi-disant acteur qui fait une silhouette, il va être payé juste un jour. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, pourquoi tu t'es basé en Angleterre finalement ? En fait, parce que le cinéma. Déjà, le sport, le MMA, t'avais le droit là-bas, t'avais pas le droit en France. Le MMA vient juste d'être autorisé ici en France. Ouais. Et puis moi, encore une fois, j'avais toujours l'optique du cinéma en fait. Je savais qu'il y avait plein de choses qui tournaient là-bas. Moi, je me rappelle d'avoir essayé de faire le casting. J'avais déjà fait un film en 1997 pour IMAX qui s'appelle Nutcracker. J'avais eu un petit rôle dessus. Je me rappelle de m'être incrusté dans les studios Shepperton pour essayer de faire un casting pour Mortal Kombat 2. Donc moi, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient là-bas. Donc moi, je savais déjà dans le coin de mon œil, arrivant en main haute, je vais faire ça. Tu vois, ouais, l'Angleterre, c'était vraiment le. Donc pour moi, c'était Hollywood, des mecs comme moi, mais t'en as à l'appel. Et ça sert à rien. Hollywood aujourd'hui, c'est fermé. Regarde qui travaillent aujourd'hui, les actrices. T'as la fille de Ethan Hawke. T'as la fille de Johnny Depp. T'as la fille de Lenny Kravitz. T'as les filles de Phil Collins. On peut continuer. Ouais, ça. Les filles d'eux, quoi. Voilà. Donc si tu es une actrice anglaise, canadienne, quoi que ce soit, qui arrive à Hollywood aujourd'hui, accroche-toi. C'est compliqué, ouais. Non, elles comprennent pas, tu vois, pour elles, quand tu leur dis non, mais t'es la fille de. Mais elles comprennent pas. Parce qu'ils sont tous en compétition les unes face aux autres, tu vois. Mais l'actrice qui arrive du Canada, elle peut plus faire de casting aujourd'hui. De surcroît, pourquoi elle les signe ? Parce qu'ils ont des noms qui sont reconnaissables. Et de deux, ils ont de l'oseille. C'est-à-dire qu'elle peut faire n'importe quel rôle demain. Ils vont payer un attaché de presse et ils vont être dans Hollywood Reporter, machin truc, qui va aider l'agent à pouvoir les vendre encore plus, tu vois. Donc, c'est très compliqué le milieu aujourd'hui. Donc, moi, si c'est pour avoir un agent qui m'envoie faire des merdes, ça sert à rien. Il faut que je trouve un agent qui veut vraiment me vendre correctement sur des films. Et pour le moment, je suis peut-être pas arrivé au niveau où il faut. Donc ça vient aussi de toi, tu vois. Donc moi, je continue de bagarrer de mon coin, de faire des rôles de plus en plus importants. Et surtout, de travailler avec des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui veulent se lancer sur des petits budgets. Où là, je peux jouer des rôles intéressants, où je peux vraiment m'amuser. On fait pas d'oseille, mais on fait des trucs ensemble, tu vois. Là, j'ai fait encore un court-métrage cette année, tu vois. Donc, je te dis, moi, du moment que je joue, je vis mon rêve de gosse, mon copain. Je suis content. Je gagne ma vie, je fais que ça. Je fais rien d'autre. Bon, tu reviens si tu fais la vedette, là. Hein. Tu vois, tu reviens nous voir. Bah écoute, le prochain vrai blockbuster que je fais, je reviendrai ici. Allez. Gary Oldman, peut-être ? Avec Gary Oldman. Quoi, Gary Oldman, tu sais jamais avec lui, en fait. Il fait des super films, il gagne l'Oscar, derrière, il fait de nanar. C'est Gary Oldman. Ouais, c'est comme Stallone, tu vois, c'est ce que tu disais, quoi. Tu vois, voilà, à un moment donné, on fait pas la fine bouche, quoi. Ouais.
Ça marche. Bah, merci Jess en tout cas, merci pour ce moment. Merci à la technique qui a arrêté de parler parce qu'on lui a dit c'est bon là, t'as pris la confiance quoi. Non. Voilà, non, pas du tout. J'ai pas besoin d'intervenir, tu fais bien ton travail. Merci, je suis adoubé par Alain Mercier quoi. Merci à tous ceux qui nous suivent pour nous soutenir comme d'habitude en fait Tipeee, Patreon. Alors Patreon non si t'as viré. Si Patreon. Si Patreon, KissKissBankBank, voilà quoi. Et puis nous on se retrouve à la prochaine avec un film en fait parce que là on a parlé de cinéma. On a parlé d'expérience de cinéma, etc. Mais on n'a pas parlé d'un film en particulier, quoi. Donc on se retrouvera avec un prochain film. Merci à tous.